Il est très difficile de parler de la mort, de s'intéresser à ce qui arrive au corps d'un être humain une fois que la vie l'a quitté, sans que cela nous renvoie à la fragilité de notre existence, au caractère purement organique de notre corps. On préfère ne pas en parler, ne pas savoir. Et par la même occasion, un lourd tabou pèse sur les métiers qui travaillent avec la mort. Nous sommes allés toquer à la porte de la morgue de l'hôpital et 2 hommes nous ont ouvert, surpris qu'on vienne les voir et qu'on s'intéresse à eux. Nous avons rencontré des personnes douées d'une grande empathie et du courage nécessaire pour mener à bien leur travail. Pour tout l'hôpital, ils ne sont que 2. Quand on leur demande ce qu'il se passerait s'ils étaient malades et ne pouvaient se rendre au travail, ils répondent simplement que ça n'est jamais arrivé, que ça ne peut pas arriver. Ensemble, ils s'occupent des patients décédés en attendant la prise en charge par les pompes funèbres. Ils effectuent le transport du défunt vers la chambre mortuaire, ainsi que les soins et la préparation du corps avant la présentation à la famille. La majorité du temps, ce sont des défunts adultes, mais parfois des enfants, des nouveau-nés et aussi des fœtus. Quand les familles viennent, il faut pouvoir répondre aux questions et accueillir la souffrance sous toutes ses formes. Parfois, il n'y a pas de famille. Parfois, il n'y a pas assez de place pour les accueillir. Il faut appréhender les coutumes et les rites religieux des différentes cultures. Il faut s'occuper aussi des plus démunis. Les préposés à la morgue sont là, jusqu'au bout, pour s'assurer que chaque défunt puisse partir dignement et que ses proches puissent lui dire adieu. Vous écoutez Battement, un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 8, la morgue. Vous, quand vous rentrez par là? Non, par là. On arrive le matin, on rentre par là. Ok. Ouais. Et après, là, on est dans l'entrée, du coup, et les gens, ils rentrent par ici. C'est la salle d'attente. Ouais, ça fait la salle d'attente. Ici, t'as la grande salle. Une cérémonie où il y a des grandes familles. Ok, et là, vous pouvez présenter, du coup, le défunt, en fait. Donc, je m'appelle Max et j'ai 21 ans. Ça va bientôt faire 1 an que je suis à la morgue. Moi, quand j'étais petit, j'avais des idées très spéciales. Quand j'étais tout petit, moi, je voulais devenir éboueur parce que je voulais m'accrocher derrière les camions quand ils roulent. Et ouais, mais sinon, j'étais comme tous les autres garçons. Hein. Je voulais être pompier, pilote de chasse. J'ai commencé à faire des études en haute école. Ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté en milieu d'année et j'ai fait beaucoup de logistique, hein, déplacer des cars importants, vider les camions. Les bancs d'école, moi, j'étais plus capable d'aller là-dessus. J'ai cherché un autre type d'école, donc j'ai trouvé des études de pompes funèbres, quelque chose qui m'a intéressé. J'ai commencé une formation de pompes funèbres et dans cette formation, il y a des stages. Et à un moment, je suis arrivé ici à la morgue et j'ai appris qu'ils cherchaient quelqu'un. Je me suis présenté et 1 semaine plus tard, je commençais. Ça fait moins d'1 an que je suis ici, donc quand j'ai commencé ma formation de pompe funèbre, il y avait déjà le Covid, donc j'ai appris avec les conditions Covid. Et quand je suis arrivé ici, je suis arrivé pendant le Covid, donc avec les conditions Covid. Bon, je veux dire que mon premier jour où j'ai réellement commencé ici, c'était un peu particulier, où justement j'arrive et la première chose que m'a dit mon collègue, c'est « tu tombes bien, on a 3 décès à aller chercher ». J'étais fort stressé, évidemment, et un peu curieux aussi, c'est vrai, mais à la fin de la journée, je veux dire que j'étais content de moi, de ce que j'ai fait, et du milieu de travail, et de bien m'entendre avec mon nouveau collègue. Donc oui, c'est un métier difficile, mais on a de la chance d'avoir une bonne équipe, d'être encore dans un environnement correct, et on s'en sort pas si mal.
Au début, quand j'ai commencé ce métier, il y avait énormément de questions. Et puis, quand ils effleurent à peine la surface de quelques questions, quand ils ont ne fût-ce que des morceaux de la réalité, et ils arrêtent les questions. Hein. C'est quelque chose de très intimidant. C'est un métier qui intrigue, mais qui fait peur à la fois. C'est un côté morbide, qui attire, mais qui effraie en même temps. C'est vrai qu'ici, on est une équipe minuscule par rapport à un hôpital, parce qu'on n'est que 2 personnes, c'est ce qui est ridicule pour un service entier. Faire attention à soi et surtout attention à son collègue, faire attention à notre présence et à nos congés, parce qu'il ne faut pas laisser un collègue tout seul trop longtemps pendant des périodes difficiles, parce qu'on a des périodes de l'année qui sont célèbres pour être plus chargées en défunt. Et à ce moment-là, on essaye d'être à 2 parce que tout seul, ça peut vraiment être un enfer. C'est généralement l'été et l'hiver, des saisons plus dures. Ça dépend. C'était surtout chargé par rapport aux vagues du Covid, en fait. On savait que première vague, deuxième vague, troisième vague, où c'était des moments où, en plus du travail habituel, il y avait les Covid qui se rajoutaient et ça faisait des gros rushs où, à la fin de la journée, on était sur la rotule, quoi. C'est le fameux cercueil d'Ebola. Il y a un cercueil Ebola? Il est tout hermétique et tout en fait, c'est ça? Ça c'est un spécial pour quelqu'un qui était en surpoids. Il est plus large. Il est plus large. Oui, vu qu'on a une procédure à faire quand s'il y a un cas Ebola, Ouais. vu qu'il va être emballé plusieurs fois et dans 2 gaines et Ouais. soudé et tout le travail là, ouais, le contact plus large pour être sûr que Ça rentre dedans. Mais je savais pas du tout que vous aviez les cercueils et tout ici. En fait, si c'est les pompes funèbres, eux ils viennent avec un cercueil en fait, c'est ça, et ils font la mise en bière. Ça c'est les cercueils des indigents. Et ça c'est les cercueils des indigents. Voilà. Ça c'est un cercueil indigent aussi, un peu plus costaud, mais c'est les indigents Covid. Ah oui, d'accord. Donc Ouais. on est obligé de les mettre dans ceux-là. Ok. C'est fou. Et ceux-là c'est pour les simples. Ouais, tout à fait. Le 3/4 des temps, même les pompes funèbres viennent avec des cercueils comme ça. Donc, C'est ce qui coûte le moins cher. c'est ce qui coûte le moins cher à la famille et ils sont enterrés quand même dignement. Bien sûr, ouais, tout à fait. Je me souviens avant les anciens cercueils qu'on recevait de la ville de Bruxelles. Ils étaient livrés ici directement. On en avait une 50aine. Donc on devait essayer de les Vous deviez garder. stocker 50 cercueils ici? Ouais. Mais ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Ouais. Hein. Les couvercles, on les emboîtait Ouais. aussi l'un dans l'autre. Eh bien, je m'appelle Geoffrey, j'ai 39 ans, je suis préposé à la morgue. Ça va faire 12 ans. Ça va faire 12 ans que je suis ici. Ben, moi, j'ai fait des études de restauration, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je suis sorti de l'école, je dis à ma maman, ben, ça y est, j'ai 2 mois de congé, je vais en profiter un petit peu. J'ai fini mes études. Elle me dit non, tu t'inscris aux intérims. Je dis ouais, mais attends un petit peu, on va faire ça le mois prochain, laisse-moi un mois. Non, aux intérims, ça va prendre du temps pour toi travailler. Une semaine après, je travaillais. J'ai travaillé 6 ans dans une boîte, donc j'emballais des colis, je fabriquais des liners, je fabriquais des bâches de camions. J'ai été engagé là-bas pendant 6 ans. Ensuite, j'ai travaillé en tant que préparateur de commandes pour les prisons. Donc c'est tout ce qui est alimentaire pour les prisons, ben, c'est moi qui préparais. Et ensuite, j'ai travaillé taximan. Voilà. Et après, mon collègue m'a dit, il y a une place qui se libère ici. Au début, je disais non, je vais rester dans ce que je fais, moi, là, c'est pas pour moi la mort. Il me dit, écoute, viens essayer une fois avec nous, viens un samedi matin et vois ce que tu en penses et juge par toi-même. Je suis venu un samedi, 2 samedis. Je me dis, bah ça va, c'est pas non plus... Et un jour, on était en train de manger un barbecue. Il me dit, bah alors, t'as pris une décision? Et je dis, ouais, allez, je vais quand même essayer. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma lettre de motivation et mon CV que j'ai renvoyé 2 mois après, j'étais engagé. Parce que c'est très dur pour trouver un préposé morgue. Hein.
Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils savent le faire, et ils pensent aussi, parce que comme on est beaucoup fermé et qu'on n'explique pas beaucoup aux personnes ce qu'on fait, donc ils voient que la bonne chose. Donc ils se disent, bah, ça va, c'est facile. Mais quand ils sont ici devant, est-ce qu'on doit commencer à faire? Oh, il y a beaucoup de gens qui reculent. Je pense qu'on est essentiel dans l'hôpital, mais je pense qu'on est un peu les oubliés de l'hôpital, parce qu'on est en fin de chaîne et la morgue, personne n'en parle ici. On ne parle pas souvent de nous. C'est pas, je veux dire, on ne va pas aller réanimer quelqu'un. On ne va pas soigner quelqu'un, on ne va pas lui mettre un plâtre, par exemple. Nous, on est à la morgue, voilà, la morgue. Pour les médecins ou pour le personnel de l'hôpital, une fois que t'es mort, ben t'es mort, voilà, c'est tout, je pense. Donc nous, on est là et pour nous, le travail continue. Parce que pour moi, le tant qu'il n'est pas parti d'ici, ça reste un patient. Et il faut le considérer comme un patient. Parce que, voilà, moi j'estime que la personne a le droit à autant de respect que son vivant. Malgré qu'il est décédé, pour moi ça reste une personne et elle est respectée jusque quand elle part de ma morgue. Donc mon travail consiste à aller récupérer les défunts en salle. On nous appelle, c'est nous qui allons le récupérer pour leur descente ici à la morgue. L'assistante sociale contacte les familles. Ça, c'est le premier contact. Ensuite, les familles nous contactent. Nous, on prépare les défunts pour les visites, s'il y en a. S'il n'y en a pas, on le prépare un minimum quand même. Pour qu'il soit quand même présentable, parce qu'il peut toujours avoir des amis ou un membre de la famille qui arrive à l'improviste comme ça. C'est nous qui présentons, c'est nous qui expliquons à la famille. On les rassure un petit peu, parce qu'ils posent 10 000 questions. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On essaie de leur expliquer un maximum comment ça va se dérouler. Il y a toutes sortes d'émotions. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui se renferment sur eux, qui ne posent aucune question. Et il y a des gens qui sont en colère. Tout dépend de la culture des personnes aussi. Il y a certaines familles qui m'attristent plus que d'autres. Il y a certaines situations que je dois même moi me mettre à l'écart des fois, parce que ça m'attriste. Parce que les familles expliquent tout le vécu de la personne qui a eu. Par exemple, quand c'est malheureusement une personne de 30 ans, 20 ans, et qu'ils ont fort souffert. Et des fois, les parents, ils viennent, ils expliquent leur situation. Ça m'attriste beaucoup plus, ouais, que d'autres. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai beaucoup écouté mes anciens collègues, mon ancien collègue. Je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi par les premières paroles qu'ils vont m'annoncer, par la première parole de la façon qu'ils vont me parler à moi. Si, par exemple, si j'ai une famille qui est maintenant fort triste et qui me pose des questions, qui demande beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'attention, je vais parler beaucoup plus avec cette personne. Donc je vais lui faire comprendre dans ses mots, je vais lui faire... je vais la rassurer en elle-même. Les visites, c'est de 13h à 16h chez nous, uniquement sur rendez-vous. Et puis, on a les nouveaux défunts. Les nouveaux défunts, ils sont décédés pendant la nuit, ou alors c'est nous qui avons été récupérés en début de journée. Et là, on laisse le droit, le premier jour, à la famille de venir à l'improviste, de venir quand ils veulent. Donc, on doit tout le temps rester ici. Il y a quelqu'un qui doit tout le temps, en permanence, rester ici. Parce qu'on ne sait pas si quelqu'un va arriver, si... voilà, certaines familles qui comprennent, ben voilà, ils nous téléphonent, est-ce qu'on peut passer? Il y en a d'autres qui débarquent, voilà, non, moi je veux le voir, faut pas me dire non. Voilà. Et ça, j'estime que le premier jour, j'estime que ça doit rester comme ça. Disons qu'avec la crise qui se passe pour l'instant, on dirait que les gens ont peur de venir un peu en visite. Donc on a un petit peu moins de visites. Mais avant ça, oui, on avait horriblement de visites, quoi. On a des grosses familles aussi. Ça, c'est un peu compliqué à gérer parce que c'est 5 personnes à la fois. C'est 30 minutes de visite par 5 personnes. Hein. Donc s'ils viennent à 40, ben, il faut savoir gérer. Voilà. Et alors, c'est un défunt par salle. Enfin, un défunt par salle, non, c'est un défunt à la fois et par famille.
Quand on va chercher un défunt en salle, on doit toujours s'assurer parce qu'il est bien ce qu'on appelle un bracelet d'identification. Donc c'est un bracelet avec marqué le nom du patient, son prénom et son numéro de dossier. Donc ça permet un suivi du patient parce que moi je les connais pas ces gens, donc ces personnes. Donc il faut que je puisse savoir qui c'est. Surtout pas se tromper, quoi. Parce que ça peut être désastreux. Que ce soit une famille qui demande de voir quelqu'un, par exemple quelqu'un qui vient voir son père et qu'on lui présente quelqu'un qui n'a rien à voir, ça peut être tout à fait choquant. Et aussi au niveau des pompes funèbres, il faut être sûr que dans le cercueil, ce soit bien la même personne. C'est sûr que parfois c'est plus difficile avec les personnes plus jeunes parce que quand je vais en gériatrie, je me dis que cette personne a quand même vécu et que finalement la mort ça fait partie de la vie. C'est arrivé à un moment, mais quand on se retrouve par rapport à des familles qui ont perdu, où on voit les parents qui viennent voir leurs enfants, on se dit que c'est pas dans l'ordre des choses qu'un parent veuille mourir ses enfants. Donc oui, par moments ça peut être plus difficile. Il y a des situations qui sont toujours plus complexes, des familles qui sont dans des situations compliquées et qui attristent vraiment. Hein. Puis il y a même des situations qui sont tristes où il n'y a pas de famille, où c'est des jeunes qui décèdent et c'est encore plus triste qu'ils n'aient pas de famille, qu'ils n'aient personne, quoi. La famille, il n'y a pas de pompe funèbre qui s'occupe du défunt et si la famille n'a pas, dans un délai de 5 jours ouvrables, fait une demande avec un pompe funèbre, nous, ce qu'on va faire, c'est une demande d'indigence à la ville de Bruxelles pour leur demander de, eux, venir s'occuper du défunt, venir le chercher, le mettre en cercueil et pour aller l'enterrer. Mais c'est vraiment le strict minimum quoi, qui est fait dans ces cas-là, malheureusement. En fait, on habille les indigents. Les indigents, ça veut dire c'est les personnes qui n'y arrivent pas à prendre en charge les funérailles. Donc c'est la ville de Bruxelles qui s'en occupe. Et bien souvent, nous, pour qu'ils partent dignement, on va dire, on fait un minimum, on va chercher à la Croix-Rouge, bien souvent, des linges qu'on peut lui mettre. Tout dépend de la situation aussi, hein, parce que il y a certaines familles qui n'y arrivent pas à payer, mais ils veulent quand même qu'il parte dignement, donc ils nous apportent les vêtements qu'ils demandent qu'on lui mette. Et par exemple, pour des SDF, ou quoi, c'est nous-mêmes qui prenons l'initiative d'aller chercher à la Croix-Rouge des vêtements pour qu'ils partent quand même dignement. Donc on ne laisse pas partir un défunt sans rien, quoi. Et la toilette, donc en fait vous faites la toilette quand vous les réceptionnez des services? Normalement les toilettes sont faites en salle directement. Ouais, il y a une première toilette qui est faite. Note qu'il a dit normalement. Normalement, ouais. Ouais. Et des fois elle ne sait pas faire, on arrive et ils sont encore les Baxter, tout le travail. Ah oui, d'accord. Surtout garde des soins intensifs. Ok. Aux urgences, ça a trop aussi. Ouais. Elle est un peu contente aussi aux urgences, hein, parce qu'il y a des fois elles n'ont pas tout le temps le temps non plus. Ça doit être rapide, parce qu'aux urgences, il y a beaucoup de passages déjà. Ouais, tout à fait. Mais donc en fait, c'est ça, ils sont censés préparer le corps avant que vous arriviez. Descente, ouais. Et c'est vous qui allez le chercher. C'est nous qui allons le chercher. Et la toilette, c'est essentiellement pour pouvoir les présenter et avant la mise en bière, c'est ça? C'est ça. Ok. Ah, vous pouvez leur laver les cheveux? C'est surtout ça, J'en ai déjà pour les fait. toilettes rituelles. J'en ai déjà D'accord. fait sur cette table. Ouais. Une coloration. Ouais. Une coloration à un défunt. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Ok, d'accord. La dame elle vient près de moi, elle me dit elle avait les cheveux noirs, il faut lui faire les cheveux noirs. D'accord. Il y a toujours des demandes exceptionnelles. Ouais. Et tu disais pour les toilettes rituelles, ça c'est plus pour les musulmans qui font une toilette spécifique, c'est pas ça? C'est les musulmans et les juifs. Ouais. Et ça c'est eux qui font ou c'est vous qui faites? C'est un membre du culte qui vient. Ok. C'est ça. Et qui fait tout seul ou vous faites Non, avec lui? souvent, ils sont accompagnés de la famille ou alors ils sont à deux. Ouais. On ne peut pas toucher. Les musulmans, on ne peut pas les toucher.
Déjà, on est dans le bâtiment 303, on va pas dire qu'on est dans le sous-sol, mais on est en dessous du rez-de-chaussée, on va dire. Alors, mais moi, je pense qu'ici, l'endroit où moi je me trouve, la seule porte de sortie que moi j'ai devant, c'est celle-là. Il n'y a pas de fenêtre ici, il n'y a rien. Moi, c'est tout ce qui manque ici. C'est de la clarté et le soleil, la vitamine D. Moi, quand je rentre chez moi, il fait noir. Je pars de chez moi, il fait noir l'hiver. Ça fout un coup sur le moral aussi, ça. Il fait sombre. Enfin, il fait sombre. Avant, il faisait sombre, parce que depuis qu'on a eu notre nouvelle responsable, elle a beaucoup changé de choses ici, donc elle nous a permis de choisir les couleurs qu'on voulait dans la morgue. Ça nous a changé beaucoup, parce que déjà, avant, c'était lugubre et sombre, on va dire. C'était un endroit qui était pas fort, qu'on n'avait pas fort envie de venir. On va pas dire que c'est un peu plus joyeux de venir ici, mais je pense que pour nous, en tant que travailleurs, ça nous donne déjà un peu plus de plaisir, d'envie de venir. Je pense qu'une troisième personne serait bien. Moi, j'appelle ça un volant. Parce que se retrouver seul ici à la morgue pendant que l'autre est en congé, c'est le boulot de 2 personnes. Et j'estime qu'on devrait pas le faire. Et puis, même pour notre sécurité, il nous arrive quelque chose ici, on est seul. On ne vient jamais nous voir, quasiment, à part notre responsable qui passe une fois par jour. Mais s'il m'arrive quelque chose après qu'elle soit passée, je suis là jusqu'à 16h et voilà. C'est pas le lendemain matin. Moi, ça m'a beaucoup calmé. Ça m'a beaucoup calmé. Disons qu'avant, j'étais un peu un jeune inconscient que je roulais à 180 avec ma voiture. Je réfléchis à 2 fois avant de faire quelque chose maintenant. Ça, c'est sûr. Ça joue sur le moral de la personne, je pense, et sur le... Comment on peut dire ça? Sur la vision de voir la vie plus loin. C'est sûr que dans ce métier, on est confronté à énormément de cultures, de personnes, de personnalités différentes, d'origines différentes, parce que s'il y a bien une chose que tout le monde a en commun, c'est que personne n'est immortel, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on est confronté à beaucoup d'univers différents, beaucoup de cultures. Et donc ça aussi, ça peut engendrer des difficultés où une culture n'est pas l'autre. Quelque chose qui est parfaitement acceptable, obligatoire dans une culture peut être proscrit, voire puni dans une autre. C'est des cultures où ils ne doivent pas pleurer, tandis que d'autres, on les entend hurler jusqu'aux étages au-dessus. Quand on voit parfois ce qui arrive, on se dit qu'on est vraiment qu'une marionnette de chair, hein, parce que ça fait peur et on a moins envie de prendre de risques. On se rend compte de la fragilité du corps humain et de la fragilité de la vie. Vous venez d'écouter le 8e et dernier épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Gali et Adèle Feige.
La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire. Un jour, on demanda à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle parle de la découverte de certains outils, mais non. L'anthropologue aurait répondu que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la preuve d'une personne avec un fémur cassé et guéri. Elle aurait expliqué que dans le reste du règne animal, si vous vous cassez la jambe, vous mourrez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, aller à la rivière pour boire de l'eau ou chasser pour vous nourrir. Aucun animal ne survit à une patte cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps de rester avec celui qui est tombé, a guéri la blessure, a mis la personne en sécurité et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Même si la tâche est parfois immense et que notre civilisation repose aujourd'hui sur un équilibre fragile entre les maladies dont elle est souvent la cause et le système de santé publique mis à mal par les décisions politiques, l'hôpital tient debout grâce à ces travailleurs et travailleuses qui ensemble continuent de soigner envers et contre tout. L'hôpital est un lieu qu'on ne finit jamais vraiment d'explorer. Il y aurait encore tant de portes à ouvrir et de personnes à rencontrer. Chaque témoignage a mis pour nous un peu plus en lumière la grande complexité de son système et la richesse de ses savoir-faire. Merci à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour nous partager leur vécu et leur point de vue. Ici, entre deux battements, la parole se dépose. Merci pour votre écoute.